Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à entendre de nouvelles histoires. Le chapitre qu'on commence aujourd'hui, c'est le chapitre numéro 5 d'Histoire de l'année. Il porte sur l'Empire romain. Vous aurez besoin pour ce chapitre de votre manuel entre les pages 118 et 133 pour compléter cette vidéo. Ce chapitre, on va le découper en deux parties. La première partie qu'on va faire aujourd'hui, l'empereur et l'empire, et la deuxième partie sur Rome et la romanisation qui aura lieu après les vacances. Alors, on a déjà un petit peu parlé de Rome au précédent chapitre. Alors, je vais faire un petit rappel. Nous avons vu que Rome avait été créée au 8e siècle avant Jésus-Christ. La légende parlait de Romulus et Rémus qui aurait créé Rome en 753 avant Jésus-Christ. Romulus et Rémus qui seraient les descendants des Troyens, Énée et Iule qui auraient fui lors de la chute de Troie. On avait vu également que Romulus aurait été le premier roi de Rome et que par la suite, Rome aurait été une monarchie, jusqu'en 509 où les Romains auraient chassé les rois et auraient fait de Rome une république. Dans cette république, on avait vu qu'il y avait des citoyens qui votaient pour choisir des lois et pour choisir les personnes qui dirigeraient, les magistrats. On avait vu aussi que petit à petit, le territoire maîtrisé par Rome s'était agrandi, notamment grâce à des guerres de conquête qui auraient petit à petit étendu le territoire maîtrisé par Rome tout autour de la mer Méditerranée et qui auraient fait de la mer Méditerranée le Mare Nostrum des Romains. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Et on s'était arrêté sur un personnage particulier du 1er siècle, personnage qui s'appelle Jules César. Jules César s'inscrit dans la descendance légendaire de Romulus. En effet, son vrai nom à Jules César, c'est Caius Iulius Caesar. Caius, c'est son prénom. On a tendance à le zapper parce que c'est le même prénom que son père. On a plutôt tendance à l'appeler par son surnom César, qui vient de caedere en latin. Caedere, ça veut dire tailler, couper. Ça fait référence au fait qu'il maîtrise très bien l'épée, et comme il est militaire, ça tombe bien. Iulius, c'est son nom de famille. Iulius fait référence à Iule. Iule, le fameux ancêtre troyen mythique de Romulus. Donc Jules César, de par son nom complet, s'inscrit dans la légende mythique de Rome. Ça, c'est une première chose qui explique qu'il est très connu. Deuxième chose qui explique qu'il est très connu, c'est que Jules César, il va avoir un cursus honorum parfait. Petit à petit, il va gravir les échelons pour être justement très connu. Alors au début, c'est un simple soldat dans l'armée pour faire son service militaire, puis il est élu magistrat, alors dans un premier temps questeur, édile, préteur, puis consul, et en 58 avant Jésus-Christ, il est nommé proconsul en Gaule. Et ça, c'est la consécration. C'est un petit peu comme si les citoyens romains l'avaient choisi pour être le président de la Gaule. Sauf que c'est un cadeau empoisonné. Parce que Jules César, avant de pouvoir être le président de la Gaule, il va falloir en premier qu'il arrive à la conquérir. Parce que la Gaule, elle n'est pas toute conquise et elle est encore moins pacifiée. Donc je ne vais pas revenir sur cette histoire, juste vous rappeler qu'il va y arriver notamment en battant en 52 avant Jésus-Christ à Alésia l'alliance gauloise dirigée par Vercingétorix et que grâce à ça, il va être super connu. Suite à ça, les Romains sont partagés. Alors certains sont super contents, impressionnés par ses exploits et ils veulent lui confier tout le pouvoir. Ceux-là vont l'acclamer imperator quand il rentre à Rome. Imperator, ça veut dire chef de guerre glorieux, chef de guerre victorieux. C'est un titre vraiment très très glorieux. Ils vont même lui autoriser à porter en permanence la couronne de laurier des triomphateurs tout le temps. Ils vont même, suite à ça, le nommer dictateur. Alors en premier pour 10 ans, puis à vie. Et puis il y a les autres Romains. Ces autres Romains, là, ils sont inquiets parce qu'ils se disent... César, là, il est de plus en plus connu et il est un peu en train de devenir comme un roi. Et les Romains, ils n'aiment pas l'idée qu'il y ait un roi. Ils avaient chassé les rois en 509 avant Jésus-Christ et là, ça leur plaît pas du tout. Alors Plutarque, un historien romain du 1er siècle après Jésus-Christ, voilà ce qu'il dit. Ce qui provoqua contre César la haine la plus manifeste, ce fut son désir d'être roi. Il fournit ainsi au peuple le premier reproche contre lui, et à ses ennemis secrets, depuis longtemps à l'affût, le prétexte qu'ils attendaient. Un jour
que César descendait d'Albe à Rome, on osa le saluer du titre de roi, le peuple s'en émut. Là, le peuple s'en émut, il faut le voir comme l'idée que ça ne lui plaît pas du tout. Donc, comme ça ne plaît pas à une partie du peuple, cette partie du peuple-là, notamment des magistrats, des sénateurs, vont petit à petit monter un complot qui va aboutir à l'assassinat de César. Cet assassinat va avoir lieu le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Immédiatement, des gens veulent se venger de cet assassinat. Ces gens, ce sont Octave, le fils adoptif de César, et son plus fidèle général, Marc-Antoine. Tous les deux partent en guerre contre les assassins pour venger la mort de César. Mais rapidement, les deux se retrouvent face à face parce qu'ils veulent savoir lequel des deux est le plus digne héritier de César. Et cette dispute va dégénérer en guerre civile et finalement, au bout d'une dizaine d'années de guerre civile tout autour de la Méditerranée, Octave va remporter la victoire finale à Actium en Grèce en 31 avant Jésus-Christ. Au bout de cette dizaine d'années de guerre, Octave rentre à Rome en sauveur, les citoyens l'acclament, ils sont super contents parce qu'enfin Octave a ramené la paix dedans l'Empire romain et ça leur fait beaucoup plaisir parce que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il y avait de la guerre et ils décident de le surnommer Augustus, élu des dieux, parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Au début, il souhaitait vivement se faire appeler Romulus, mais il y renonça en voyant qu'on le soupçonnait de vouloir devenir roi. Il se fit appeler Augustus, comme pour signifier qu'il était plus qu'humain. Toutes les choses les plus estimées, les plus sacrées, en effet, sont dites Auguste. Voilà ce que dit un autre historien romain du IIe siècle après Jésus-Christ qui s'appelle Dion Cassius. Donc, Octave change de nom et devient Auguste. Officiellement, il est le princeps, le prince. C'est également le primus inter pares, le meilleur de tous, le meilleur de tous les citoyens. Mais il est également imperator, puisque c'est un chef de guerre, un général victorieux, il a gagné la guerre. Et de cette appellation imperator, on va finalement l'appeler empereur. Il va mettre fin à la République romaine en 27 avant Jésus-Christ et il va créer un nouveau régime politique qui va s'appeler l'Empire avec un E majuscule. Et donc Octave Auguste est le premier empereur romain. Ce n'est pas Jules César, je suis désolée si on vous avait appris ça, mais non, c'est Auguste, le premier empereur romain. Auguste se fait aimer par tout le monde. Il va séduire les soldats, séduire le peuple, séduire les magistrats, séduire le Sénat, les hommes politiques. Personne ne va trouver à redire par rapport au fait que désormais il n'y a qu'un seul chef, qu'il n'y a plus de république et que c'est Auguste qui décide. Les citoyens le considèrent même comme un dieu vivant. Voilà ce qui est dit dans un texte qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est la fin qui nous intéresse. À titre privé ou au nom des cités, tous les citoyens unanimes ont offert sans discontinuer des sacrifices pour ma santé. Je vous rappelle, la religion romaine, c'est une religion qui est un petit peu comme celle des Grecs, c'est une religion qui est basée sur des sacrifices d'animaux, des libations, des choses comme ça. Et là, en fait, les citoyens vont faire des sacrifices en l'honneur de l'empereur. Donc, on le considère comme un dieu vivant. Il va même nommer son fils adoptif Tibère comme son successeur avant même qu'il meure. Et comme ça, quand il meurt en 14 après Jésus-Christ, à l'âge de 75 ans, personne ne trouve rien à redire et Tibère devient empereur à son tour. À partir de là, tous les empereurs vont se succéder et vont avoir le même pouvoir, un pouvoir qui est immense. Que l'empereur s'appelle Auguste, Tibère, Claude, Trajan, Adrien, Romulus, Augustule, ils vont tous avoir les mêmes pouvoirs. Ce pouvoir, c'est un pouvoir d'abord judiciaire. L'empereur peut juger et rejuger tous les procès. C'est également un pouvoir religieux. Comme l'empereur est à Augustus, élu des dieux, il a une religion à son effigie, on fait des sacrifices pour lui, et il est également le chef de la religion romaine, c'est lui le chef de tous les prêtres. Et il a également des pouvoirs en matière d'argent, en matière militaire et en matière politique. Alors ces pouvoirs politiques, militaires et financiers sont très liés et ils sont très importants. Par définition, l'empereur est imperator, ça veut dire que c'est le chef de l'armée. Et l'armée, c'est bien utile pour faire des conquêtes.
Et pour faire ses conquêtes, il a besoin, l'empereur, de soldats qui soient dévoués corps et âme. Et c'est ce qu'on peut voir notamment dans ce texte où on peut lire le serment d'un soldat. Le soldat, il dit « Je jure par Jupiter le soleil, tous les dieux et déesses et par Auguste lui-même d'être favorable à César Auguste, à ses enfants et à ses descendants. Je jure de n'épargner ni mon corps, ni mon âme, ni ma vie, ni mes enfants, mais d'affronter n'importe quel danger pour protéger ce qui leur appartient. Je jure d'être hostile à celui qui complote, de le poursuivre et de le châtier sur terre et sur mer par les armes et par le fer. » Ces soldats donc sont dévoués corps et âme à l'empereur, ils obéissent à une discipline sévère, ils ont un équipement qui est perfectionné pour l'époque, ils vont utiliser également des techniques qui vont leur permettre de remporter de nombreuses batailles. Là, on voit notamment la technique de la tortue qu'on avait vue au précédent chapitre. L'empereur qui est le plus connu pour être le plus grand conquérant, le plus grand impérator, c'est l'empereur Trajan qui a régné de 98 à 117 après Jésus-Christ. Il a mené des expéditions un peu partout, notamment en Europe centrale. Il a conquis la Dacie, il a mené des expéditions également contre les Germains et il a mené également des expéditions pour conquérir une partie de la Mésopotamie qui s'appelle la Syrie. Cet empereur, il va avoir énormément de prestige grâce à ses victoires et au-delà du prestige, il va y avoir énormément de richesses. Lors de la conquête de la Dacie, Dion Cassius, l'historien dont je parlais tout à l'heure, il dit que, c'est la dernière ligne, une fois que Trajan a battu Décébal, le chef des Daces, c'est la dernière ligne qui nous intéresse, les trésors de Décébal furent trouvés, bien que cachés sous le fleuve, qui baigne la résidence royale. Donc grâce à ces conquêtes, beaucoup de richesses vont arriver à Rome et donc l'empereur va être renforcé dans son pouvoir par cette nouvelle richesse qui arrive. Son règne à Trajan est considéré comme l'apogée de l'empire. Trajan c'est considéré comme un des meilleurs empereurs romains. Sauf que l'empereur a un sérieux défi à relever, c'est que quand il rentre à Rome, comment faire pour que les territoires qu'il vient de conquérir restent maîtrisés et continuent de payer les impôts à Rome? Parce que c'est ça aussi, maîtriser un territoire, c'est que les impôts soient payés. Alors le premier moyen, c'est Auguste qui l'a mis en place, c'est le fait d'avoir mis une administration efficace en place. L'empereur va nommer des hommes en qui il a confiance pour gouverner les différentes provinces de l'Empire. Ces personnes, ces gouverneurs, vont être les représentants de l'empereur dans les différentes provinces de l'Empire romain. Donc ils vont avoir des pouvoirs qui sont assez forts. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est grâce à l'armée. Un peu plus de 300 000 légionnaires vont être répartis tout autour de l'Empire romain. Ce sont les petits points que vous voyez là. Les petits points, ce sont les camps de légionnaires. Ces légionnaires vont être répartis un petit peu partout dans l'Empire romain pour protéger l'Empire, les frontières de l'Empire, des invasions barbares. L'armée va ériger même à certains endroits des fortifications le long des frontières. Ces fortifications, on va appeler ça le limes. Et une des frontières, des fortifications les plus connues, c'est le limes d'Adrien, qui va construire un mur pour séparer l'Empire romain et l'Écosse en Grande-Bretagne. Ça, c'était le deuxième moyen pour maîtriser l'Empire. Troisième moyen, c'est l'empereur Adrien qui va le trouver. L'empereur Adrien, il a trouvé une façon très personnelle de gouverner, c'est de voyager. L'empereur Adrien, il règne de 117 à 138, ça fait à peu près 21 ans de règne, et sur ces 21 ans de règne, il va passer 11 ans, c'est-à-dire plus de la moitié, à voyager. Et il voyage de partout dans son empire pour que le peuple le connaisse, le reconnaisse et le respecte. Avec tous ces moyens, l'Empire romain est au IIe siècle après Jésus-Christ un endroit de paix et de prospérité. C'est le moment qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine. C'est une paix qui apporte de la richesse à quiconque respecte et obéit aux lois de l'empereur. Et si vous respectez les lois de l'empereur, que vous lui obéissez, à ce moment-là, les richesses les plus précieuses
vous pourrez y accéder. Parce que les marchandises, même les plus précieuses, vont pouvoir être acheminées sans crainte dans l'Empire romain, puisqu'il est bien gouverné, il y a de la sécurité à l'intérieur. Alors quand je parle de marchandises précieuses, on va voir au IIe siècle après Jésus-Christ arriver dans l'Empire romain de la soie de Chine, de l'or et des pierres précieuses d'Arabie, de l'or de Dacie par exemple, ou de l'or d'Afrique. Toutes ces choses-là vont arriver et voyager sans crainte dans l'Empire romain grâce à la Pax Romana. Et toutes ces choses-là, elles vont avoir un point de convergence, c'est Rome. Rome va être le principal marché de l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ, parce que, c'est bien connu, tous les chemins mènent à Rome. Mais Rome, on en parlera lors du deuxième cours sur ce chapitre qui aura lieu après les vacances. Voilà, ce premier cours est terminé. Je vous conseille de faire les exercices d'entraînement que j'ai mis sur le fichier que j'ai envoyé sur Pronote. Pensez aussi à répondre au QCM pour montrer que vous restez assidu dans votre travail. Et je vous dis à bientôt!